Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. J'aime bien soigner la mise en scène. Ce que l'on fait dans sa vie résonne dans l'éternité. Vous vous ferez fusiller! Je crois pas, non. Plutôt engueuler, mais je commence à avoir l'habitude. N'oublie pas, je ne t'offre que la vérité, rien de plus. Qu'est-ce qu'il y a de pire pour vous? Vivre en monstre ou mourir en homme de bien? Bonjour chers auditeurs et auditrices, ici votre illustre inconnu pour un nouveau podcast. Aujourd'hui, nous revenons à l'actualité car, chose promise, chose due, nous attaquons dorénavant la dernière période cinéma de cette année. Nous arrivons petit à petit en fin d'année, et du coup, qui dit fin d'année, fin d'année aussi pour les films. Donc, nous commençons en septembre jusqu'à décembre 2025. Et comme annoncé, c'est à partir de fin septembre qu'une quantité énorme de films vont faire leur entrée en cette fin d'année 2025. Et aujourd'hui, nous commençons tout bonnement avec le film que j'attendais le plus en ce début de fin d'année. Enfin, en toute honnêteté, disons-le, le film que j'attendais le plus de l'année, ramenant l'un des acteurs les plus prestigieux, voire le plus prestigieux de ces dernières années, qui est mélangé avec un des auteurs américains les plus fascinants et originaux du 21e siècle. Aujourd'hui, nous traitons de One Battle After Another, ou en français, Une bataille après l'autre, réalisé par Paul Thomas Anderson. J'ai voulu t'épargner tout le merdier laissé par ta mère. T'épargner tout mon merdier, même si je sais que c'est pas possible. Je dirais que la balade s'arrête là, hein. Pour toi, oh non. Tu sais ce qu'est la liberté? L'absence de peur. Dans le genre, Tom Cruise. Une bataille après l'autre est un film américain mélangeant plusieurs genres. C'est déjà le premier point que nous parlerons dans ce podcast parce que c'est assez intéressant d'en parler. Thriller, action, humour, drame, le film est en fait un espèce de pot-pourri de plusieurs genres. Il est réalisé et écrit par le talentueux Paul Thomas Anderson. Deuxième point que nous allons parler justement après avoir très rapidement parlé du film parce que c'est un des points essentiels du film parce que c'était le grand retour de cinéaste qui est quand même assez fascinant. Alors il y a beaucoup de choses à dire en fait sur la carrière de ce bonhomme, c'est pour ça on en parlera après avoir fait le petit débrief du synopsis. Donc le film est produit par la Warner, qui est un des gros coups de poker de cette année, parce que le film a quand même un budget, alors on ne sait pas précisément, mais le film a un budget entre 110 et 150 millions, voire même certains disent que le budget est encore plus haut. Donc c'est un gros coup de poker, parce qu'ils avaient déjà réussi à faire un plutôt bon score avec Sinners, qui était sorti en début d'année. Donc ouais, énorme budget pour un film d'auteur, enfin... Est-ce qu'on peut vraiment parler de film d'auteur parce que ça reste quand même un blockbuster, il dépasse quand même les 150 millions. On va dire que c'est un blockbuster d'auteur. Voilà, on va jouer entre les deux lignes. Donc le film est largement aussi inspiré du livre Vinland de Thomas Pynchon. Alors j'ai pas lu le livre, mais après avoir vu le film, je suis quand même assez tenté de lire un peu le bouquin. Donc c'est adapté mais très librement, hein. On n'est pas du tout sur la même période ou sur la même époque, de ce que j'ai pu comprendre. Petite spécialité du film qui a été tourné en VistaVision. Alors en gros la VistaVision, bon je vais pas essayer de faire le technicien, mais en gros c'est un espèce de... comment on pourrait dire ça, on va dire un équipement technique qui permet en fait au film d'atteindre des proportions énormes au niveau de l'image. C'est un peu le même exemple qu'on a pu avoir avec l'IMAX. Et en fait, ça se voit déjà dans les bandes annonces, quand tu vois que tu as des images splendides, par exemple de la route 66, et d'énormes paysages un peu désertiques, et bah justement, c'était intéressant que Paul Thomas Anderson utilise la VistaVision, et du coup, on le voyait déjà quand même assez distinctement dans les bandes annonces. Donc le film est un énorme morceau, parce qu'il dure 2h40, alors je crois même qu'il dure même un peu plus longtemps que 2h40, il est à la limite des 2h50. C'est pas si étonnant quand on connaît la cinématographie de Paul Thomas Anderson, il a toujours fait des films très très longs, hein. Magnolia ça a duré 3 heures, Verway Blood ça a duré 2h40, un truc comme ça. Donc oui, une grosse fresque à l'horizon, aussi impressionnante que son casting, parce que là aussi il faut en parler. Constitué de Leonardo DiCaprio, le grand retour de DiCaprio après l'excellent Killers of the Flower Moon que j'ai chroniqué sur cette émission, alors pas sur l'émission en question d'aujourd'hui, mais sur l'œil du temps, qui est la deuxième, on va dire le deuxième podcast que j'ai séparé, qui en fait revient sur des films anciens, bon, vous connaissez le concept, etc., enfin plus ou moins anciens, et du coup j'avais déjà parlé de DiCaprio, tout l'amour que j'avais pour ce mec, etc.,
Et voilà, le grand retour de DiCaprio après Killers of the Flower Moon. On a aussi Benicio del Toro. Là aussi, je crois que la dernière fois que je l'avais vu, c'était dans le... Comment ça s'appelle C'était dans le film de... Wes Anderson, putain, j'ai pris du temps. Le dernier film de Wes Anderson. On a aussi le grand retour de Sean Penn, Teyana Taylor, Regina Hall et Chase Infinity dans le rôle de la gamine de DiCaprio. Passons au synopsis. Donc en fait, nous suivons le personnage de Bob Ferguson, donc, qui est interprété par Leonardo DiCaprio, qui est en fait un espèce d'ancien révolutionnaire qui faisait partie d'un groupe de révolutionnaires anarchistes. On les appelait les French 67, un truc comme ça, qui foutaient en fait globalement le bordel dans le pays, hein, c'était des espèces d'extrême gauche anarchistes. Et 16 ans après, en fait, il est devenu un mec complètement parano et un peu désabusé, qui vient un peu au reclus de la société, de toute façon on voyait dans la bande-annonce, hein, avec son espèce d'air de Big Lebowski là. Donc il vit avec sa fille, qu'il a eu avec une meuf qui était justement une des leaders de ce groupe, qui est interprétée par Teyana Taylor. Et qui faisait partie de ce groupe et qui s'est chopé. En fait, le problème, qui s'est fait choper par un mec haut placé du gouvernement qui est en fait ce qu'on pourrait appeler l'ennemi juré de ce groupe, hein. Donc le colonel Stephen G. Lockjaw, qui est joué par Sean Penn. Donc c'est l'ennemi juré, hein, dans un certain sens, qui a en fait, on va dire, détruit ce groupe. Et ce qui fait que quand on apprend que la fille de DiCaprio, Willa, disparaît, Bob va décider de faire le tout pour la retrouver, quitte à en fait refoutre le bordel 16 ans après. Et aussi à revoir des vieilles connaissances avec le personnage joué par Benicio del Toro. Ainsi, il va remuer ciel et terre pour la retrouver, affrontant pour la première fois les conséquences de son passé. Voilà. Alors, concernant ce film, alors je vous l'avoue que, en fait, nous sommes quand même en fin d'année, hein, nous sommes quand même en septembre 2025, et depuis janvier 2025, en fait, très peu de films, voire même, pas du tout, en fait, ne m'ont véritablement marqué. En tout cas, le peu de films qui me donnaient beaucoup d'intérêt, ou en fait, j'attendais énormément, m'ont laissé un sentiment un peu d'arrière-goût, malheureusement. Que ce soit le Mickey 17 de Bong Joon-ho, le Superman de James Gunn ou encore les 4 Fantastiques, je fais très vite, ou même le 28 ans plus tard, je fais très rapidement, il y avait d'autres films, mais c'est vraiment ceux qui étaient quand même conçus pour être des gros blockbusters. Je dis pas que ces films sont mauvais, mais c'est plus des films, pas non plus décevants, mais bons, mais sans plus. C'est pas des films moyens ou mauvais, non, c'est juste des films bons, mais avec pas un grand génie ou une grande puissance, on va dire, cinématographique pour vraiment, il te marque. Et ça, c'est un peu dommage. Surtout que c'était des films, surtout que dans le lot, je dis pas que dans ce lot, il y a des mauvais films, c'est juste que on s'attendait quand même à beaucoup mieux en termes de qualité. En définitive, je trouve que c'est une des années... ok, oui, l'année n'est pas finie, mais bon, on est quand même vers sa fin, donc ouais, je trouve que c'est une des années les plus pauvres depuis ces 4 dernières années, là. Car j'ai actuellement aucun film que je mettrais dans un top. Je crois que c'est la première fois que ça m'arrive, où je me dis, putain, vraiment, on est en fin d'année, il n'y a aucun film qui m'a véritablement marqué ou que je mettrais dans un top. C'est quand même assez triste. Et parlons justement de One Battle After Another, car en fait, dès l'annonce du projet, j'étais dedans. J'étais parti pour aimer le film. Car revoir Leonardo DiCaprio de retour chez un nouveau réalisateur, parce qu'ils n'avaient jamais collaboré ensemble, ici le prestigieux Paul Thomas Anderson, ou PTA pour les intimes. D'ailleurs, je crois que je vais continuer à l'appeler PTA, parce que c'est un peu long, Paul Thomas Anderson. Alors, avant d'aborder le film, il faut quand même une petite contextualisation. Bon, vous savez que j'aime bien faire ça sur ce podcast, mais là aussi c'est extrêmement important pour comprendre un peu la saveur et l'analyse de ce film, parce qu'il faut revenir sur PTA, sur Paul Thomas Anderson. Donc c'est un réalisateur en fait que j'admire énormément. J'admire énormément le travail qu'il a su apporter à travers tous ses films. Alors il faut savoir que PTA, donc Paul Thomas Anderson, c'est pas le réalisateur avec qui on peut directement rentrer facilement dans sa filmographie. C'est quand même un auteur américain qui a su quand même apporter quelque chose au cinéma américain de plus subtil et de plus dépendant, enfin de plus indépendant, on va dire ça comme ça, à partir des années des fin 90, début 2000. Et c'est pour ça qu'il a commencé quand même avec des films un peu indépendants, mais toujours avec des gros stars, des gros castings. Je prends toujours l'exemple du fait que
c'est un acteur un peu à part dans le cinéma américain car déjà beaucoup ne connaissent pas ce mec. Je sais pas pour ceux qui écoutent ce podcast, est-ce que vous connaissiez ce mec, hein, Paul Thomas Anderson, car disons qu'il a réussi à Hollywood à mélanger des films très singuliers à la limite du film indépendant. Enfin bon, on n'est pas non plus sur Sundance, hein, mais on garde en fait une petite trace de grand public que je vais prendre en fait par l'exemple des acteurs, parce que Paul Thomas Anderson en fait prend toujours des acteurs ultra prestigieux et ultra populaires, Daniel Day-Lewis, Joaquin Phoenix, Philip Seymour Hoffman, mais en fait il arrive toujours en fait à emprunter une espèce de grosse touche de singularité qui peut laisser en fait beaucoup de personnes sur le carreau. En fait, c'est pas du cinéma américain ultra grand guignolant, hein. C'est pas ce qu'on pourrait appeler même du cinéma grand public, du cinéma public, mais aussi que beaucoup de cinéphiles adorent, c'est-à-dire que on n'est pas chez Scorsese, on n'est pas chez Tarantino, on n'est pas sur des films un peu épiques ou impressionnants. Enfin, quand je dis épique, je parle pas de bataille, etc. Comme ça, on reste dans le thème de la bataille, mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas un cinéaste américain à qui je conseillerais tout de suite d'y aller dedans, même si quand on n'est pas cinéphile ou qu'on veut plus explorer le thème du cinéma, c'est assez compliqué. Et même moi, à l'époque, parce que je découvre son cinéma à l'âge très très jeune, je sais pas moi, 14-15 ans, c'est un peu compliqué, hein. Je dis pas que je déteste, mais j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans plusieurs de ses films. Après, je les ai revus. Et même encore maintenant, j'ai un peu du mal, hein. Je crois que Paul Thomas Anderson, faut vraiment avoir un âge un peu plus mature et avancé pour vraiment pleinement de comprendre les intentions et les thématiques qu'il partage tout au long de ses œuvres. Et d'ailleurs, justement, je reviens sur le fait qu'il emprunte beaucoup d'acteurs prestigieux. Il faut aussi savoir que beaucoup de ses films se jouent par le dialogue qu'il a entre ses protagonistes. Et en fait, la dualité qu'ont les protagonistes entre eux. D'ailleurs, chez Pitié, ce qui est assez... en fait, c'est souvent question de duo, hein, chez Pitié. Regardez tous ses films, vous allez voir à chaque fois. Dans Vervel Blood, il y a le duo, bien évidemment, Daniel Day-Lewis et Paul Dano. Dans le dernier qu'il a fait, l'avant-dernier qu'il a fait, Phantom Thread, il y a le duo entre Vicky Krieps et encore une fois Daniel Day-Lewis. Dans The Master, c'est Philip Seymour Hoffman et Joaquin Phoenix. Ou encore, alors dans Magnolia, c'est un peu différent parce que c'est plus une chorale d'acteurs, mais on est encore sur une volonté d'avoir cette espèce de relation entre plusieurs protagonistes qui crée en fait ce lien qu'on a dans à peu près tous ces films. Child that you raised, you have abandoned all because he was sick and you have sinned. So say it now. I am a sinner. I'm a sinner. Say it louder. I am a sinner. I am a sinner. Louder, Daniel. I am a sinner. I am a sinner. I am sorry, Lord. I am sorry, Lord. I want the blood. I want the blood. You have abandoned your child. I've abandoned my child. I will never backslide. I will never backslide. I was lost, but now I am found. Encore, j'ai même pas parlé aussi du dernier film entre Alana Haim et Cooper Hoffman. Bien évidemment, c'est toujours des films de duo. Donc oui, j'admire son travail, mais c'est pas pour autant un auteur dont je suis un immense fan, parce que je regarde pas souvent ses films, même si j'ai 2-3 films de sa filmographie dans la collection, mais je reconnais que voilà, ça reste quand même un auteur difficile d'accès. On peut plonger parfois à quelque chose de surréaliste chez lui. Je pense quand même à une scène, à un moment en particulier dans Magnolia, ou encore dans The Master, où vraiment ça part très très loin dans la psyché humaine. C'est un peu aussi ce que je reproche à ce mec, parce que des fois en fait Paul Thomas Anderson va un peu trop loin dans son récit. Alors on se pourrait dire ouais il est radical etc, mais en fait c'est ça le problème, c'est que je crois que peut-être que lui il part dans un délire qu'il comprend, mais que beaucoup ont du mal à comprendre. En fait ça me rappelle dans un certain sens qu'a pu avoir Christopher Nolan à certains moments quand il fait Inception ou Tenet, où en fait on n'arrive plus du tout à le suivre et en fait il part dans son côté un peu ego trip. Je dirais pas que Paul Thomas Anderson va dans quelque chose d'égocentrique par rapport à Nolan. Lui c'est quelque chose que peut-être lui préfère rentrer dedans, mais c'est pas quelque chose d'égocentrique en disant les gens vont pas comprendre, moi je vais comprendre. On n'est pas sur ça. Starting now, we're not to blink. If you blink, we go back to the start. Do you often think about how inconsequential you are? No. Do you believe that God will save you from your own ridiculousness? No. Have you ever had intercourse with someone inside your family? Yes. Have you ever had intercourse with someone inside your family? Yes. Who? My auntie. Have you killed anyone? No. Maybe. Not me. Have you killed anyone? No. How many times did you have intercourse with your aunt? 3 times.
Where's you at now? I don't know. Would you like to have intercourse with her again? No. Do you regret this? No. Where's your mother? I don't know, Lily. Infringement. Back to the start. Okay. Et du coup, cette idée d'aller trop loin, en fait, moi, je l'ai surtout vu dans un de ses films, que j'aime pas du tout d'ailleurs, qui je crois est un des films qu'on a le plus oublié de sa carrière, où vraiment je perds très rapidement le fil, c'est Inherent Vice, avec Joaquin Phoenix, que j'ai pas du tout aimé. Je trouvais le film, en fait, extrêmement caricatural et trop long, et aussi très long aussi dans l'excès. Bon, après, le point de vue du film... C'est un peu gratos de dire ça comme ça, mais c'est vrai que le point de vue du film, c'est vraiment suivre un mec qui a la vision d'un gars défoncé. Hein, vraiment, on suit le point de vue d'un mec complètement défoncé. Ça peut être drôle, peut-être 5-10 minutes, mais quand tu vois que le film dure 2h28, t'en as un peu ras-le-bol, t'en as un peu marre. Du coup, ouais, je suis pas fan du tout de la proposition. Je trouve que c'est son film le plus faible, et même si... ô combien j'adore Joaquin Phoenix, mais alors dans ce rôle, je pouvais pas... Il est insupportable dans ce rôle. Mm-hmm. Who could afford formula, you know? Interesting sum. Why would this big deposit? D'ailleurs, je trouve, parce que j'ai parlé de sa filmographie, mais j'ai pas parlé des films en particulier, je reviens très très vite dessus parce qu'on n'est pas là. Oui, on est là pour parler de Paul Thomas Anderson, mais surtout de son dernier film, et c'est ça qui va être intéressant. Et du coup, je trouve en fait que, après ça c'est que mon ressenti personnel, mais je trouve que Paul Thomas Anderson, en fait, ça fonctionne une fois sur deux pour moi, ses films. C'est assez étonnant de voir ça, c'est-à-dire que le premier film que j'ai vu lui, c'était Magnolia, que j'ai adoré justement, c'était une magnifique fraise de 3 heures avec un nombre incalculable de grands acteurs, et le film va parler d'énormément de thèmes assez beaux. C'est un super film assez complexe hein, dans son fond, mais dans sa forme aussi, parce que c'est quand même un film où il faut tenir 3 heures, et c'est vrai qu'à la fin t'en peux plus, hein, c'est une énorme fraise, mais c'est très impressionnant. D'ailleurs, petite anecdote, pour ceux qui n'ont pas vu le film, vous allez vous souvenir forcément du film par la prestation incroyable de Tom Cruise, parce qu'il joue un espèce de mec timbré qui en fait manipule une secte, parce que c'est un mec d'une secte. Il est incroyable dans ce rôle, parce qu'au début il est complètement fou, il est complètement excentrique, et au fur et à mesure, il commence à prendre de l'ampleur, parce qu'en plus, on a 3 heures pour développer les personnages, et il va sur quelque chose d'extrêmement émouvant et touchant. C'est un des rôles les plus impressionnants dans sa carrière. Tom Cruise, c'est... Quoi? C'est pas ce qu'elles disent? Et c'est parce que nous faisons des saloperies, oui, des choses horribles, atroces, odieuses, des choses terribles, des choses qu'aucune femme ne ferait jamais. Et après, j'avais vu justement Inherent Vice. Alors bon, ça va pas être chronologique, parce qu'Inherent Vice est sorti en 2014 ou 2015, alors que Magnolia c'était 2000, un truc comme ça, ou 2001. Donc ouais, j'avais vu Inherent Vice, donc bon, j'en ai déjà parlé, j'avais pas du tout aimé, pour moi c'était une grosse déception, et alors vraiment c'est imbouffable comme film. Et après j'ai vu There Will Be Blood. Alors celui-ci, beaucoup en ont parlé à l'époque, parce que on le considère comme un des meilleurs films des années 2000. Ce que je peux comprendre, je sais pas si c'est le film que j'adore regarder, parce que il m'a fallu beaucoup de temps, beaucoup de visionnage, je crois que j'ai dû le voir 4-5 fois pour vraiment commencer à apprécier le film, donc c'est pour dire. Mais maintenant je trouve que c'est un immense film, un de ses plus grands films de sa carrière, mais j'avais du mal par son rythme aussi, par sa noirceur, mais au fur et à mesure, comme je vous ai dit, j'aime de plus en plus le film. Le film est aussi amené par 2 performances incroyables, mais vraiment je crois que j'ai jamais vu des performances aussi folles dans un, je dirais pas dans un film, mais c'est vrai que voir des performances comme ça manque énormément de Daniel Day-Lewis premièrement, et de Paul Dano. C'est impressionnant, ils ont des performances d'acteurs exceptionnelles. De toute façon, Daniel Day-Lewis, c'est un des plus grands acteurs encore vivants, enfin surtout en activité, parce que bon, on dit que Daniel Day-Lewis a pris sa retraite avec Phantom Thread, bon, on sait qu'il reviendra dans très peu de temps. Je me demande si son film doit pas sortir la semaine prochaine, Anemone, donc le grand retour de Daniel Day-Lewis dans l'acting. Mais oui, il m'a fallu beaucoup de temps pour appeler ses prénoms vers Will Be Blood, et pourtant, je considère que c'est un de ses meilleurs films. Et après, j'ai vu The Master avec Joaquin Phoenix et Philip Seymour Hoffman. Et celui-ci, j'ai eu beaucoup de mal, parce que je voyais pas trop ce que voulait dire PTA
par rapport à son rapport aux sectes, malgré en fait là encore une fois une prestation exceptionnelle. C'est un brillant directeur d'acteurs, hein, Paul Thomas Anderson. À chaque fois qu'il a des acteurs, il les fait jouer leur plus beau rôle, leurs rôles les plus intenses. Joaquin Phoenix, c'est un des rôles les plus intenses que j'ai jamais vu avec le Joker. Philip Seymour Hoffman, pareil. C'est vraiment des prestations exceptionnelles. Donc ça, c'est un truc qu'on ne peut pas reprocher à Paul Thomas Anderson. C'est un brillant directeur de comédiens. Et ça, on l'a vu, comme je vous ai dit, Tom Cruise, Daniel Day-Lewis, Philip Seymour Hoffman, Joaquin Phoenix. C'est vraiment du caviar, c'est exceptionnel. C'est un brillant directeur de comédien. Mais j'avais eu plus de mal, mais il y avait une belle réalisation et je trouvais le film très très long. Et après, j'avais vu Phantom Thread, qui est un des derniers films qu'il a réalisé, qui avait eu aussi beaucoup de succès aux Oscars. Et celui-ci, j'avais beaucoup aimé. Alors, le dernier rôle de Daniel Day-Lewis en date, qui était un rôle très très beau d'ailleurs. C'est pas un de ses plus imposants, mais c'est un rôle tout en subtilité pour Daniel Day-Lewis. C'est tout le rapport qu'en fait a Paul Thomas Anderson par rapport à l'art et la couture qui est très très impressionnant dans ce film. C'est un film magnifique aussi dans sa forme. C'est un des plus beaux films que j'ai vu récemment. Et évidemment, les deux acteurs sont super. Et pourtant, je crois que Phantom Thread avait beaucoup divisé à l'époque. Je parle pas de la presse, mais beaucoup pour le public. Mais j'avais beaucoup aimé Phantom Thread. Et puis il y a eu son dernier film, alors Licorice Pizza. Alors là, c'était... déjà, je trouve le titre absolument à chier, mais... alors de base, je crois que le titre avait changé. De base, c'était Soggy Bottom. Et ils ont trouvé ça mieux de mettre Licorice Pizza, qui veut absolument rien dire. Enfin bon, bref, ça veut être un peu nostalgique. En fait, le titre est à l'image du film. Ça veut se donner un côté un peu euphorique et nostalgique, mais ça tombe complètement dans quelque chose de niais, de pas très très intéressant. Donc ouais, j'avais pas trop aimé le dernier film, avec le fils de Philip Seymour Hoffman, Cooper Hoffman. Mais j'ai jamais réussi à rentrer dedans, parce que voilà, je trouve qu'on manque d'empathie envers le duo. Ça fait un peu niais, c'est pas très très fin. Vraiment, j'avais eu beaucoup de mal. Je crois que le seul truc que j'ai beaucoup aimé dans le film, c'est l'interprétation de Bradley Cooper, complètement halluciné. Et on le voit pas assez, donc comme je vous ai dit, encore une fois, c'est un brillant directeur d'acteurs, parce que voilà, Bradley Cooper, c'est un super acteur. Il est génial, il est complètement excentrique, complètement fou dans ce film. Et c'est le seul truc que j'ai gardé en tête, parce que sinon le film, je l'ai complètement oublié. Donc en effet, j'admire son travail, mais je suis pas fan de toute sa filmographie, hein. Mais je reconnais quand même son talent indéniable de réalisateur et de scénariste. Mais pour autant, ses propositions ne me convainquent pas tout le temps. Mais bien évidemment, je reconnais ce qu'il a pu apporter dans le cinéma américain, même si je suis pas fan de tout ce que fait Anderson. D'ailleurs, j'ai oublié de préciser que j'avais pas parlé de deux films qui sont ultra importants dans sa carrière, qui sont Punch Drunk Love et Boogie Nights. Pourquoi j'en ai pas parlé ? Parce qu'en fait je ne les ai pas vus. Voilà. Parce que c'est des films ultra majeurs dans sa vie. Non, mais faut que je les rattrape dans tous les cas, parce que j'ai entendu beaucoup de bien de Boogie Nights, mais même pour Punch Drunk Love. Donc voilà, j'ai pas fait mes devoirs, je sais, j'aurais dû les rattraper avant de voir le film. Bon voilà. Mais il faut que je les rattrape impérativement, même si voir Adam Sandler dans une comédie romantique, c'est pas le meilleur truc au monde. Mais je fais confiance à Pitié pour la direction de casting, parce qu'il peut prendre même un acteur pas terrible comme Adam Sandler, il peut en faire quelque chose de très très bien, donc c'est pas ça qui va m'inquiéter. Ainsi, monsieur Anderson, dit comme ça on se croirait dans Matrix, non, monsieur Paul Thomas Anderson revient en fait cette année avec un film complètement excentrique, avec un casting 5 étoiles, Leonardo DiCaprio, Sean Penn, Benicio Del Toro, Teyana Taylor, Regina Hall et Chance Infinity. Attendez, en ouvrant grand les yeux. Bonjour. Il n'y a pas d'aiguille sur l'horloge. Pourquoi ? Parce qu'elles sont inutiles. Quelle heure est-il ? Ah, putain. Écoutez, non, je me souviens plus de cette partie-là. Allez, on enchaîne, on n'est pas à un mot de passe près. Enfin, le duo qu'on attendait, c'est-à-dire DiCaprio chez PTA, qu'on a enfin, parce que DiCaprio a travaillé avec les plus grands réalisateurs contemporains, hein, Cameron, Inarritu, Scorsese, Spielberg, Tarantino, Boyle, Eastwood, Mendes, Luhrmann, Sam Raimi, enfin, c'est impressionnant tous les mecs avec qui il a collaboré. Et c'est vrai que ne pas le voir chez Paul Thomas Anderson, c'est un comble quand même. D'ailleurs, j'ai appris récemment que DiCaprio voulait déjà travailler avec lui depuis les années 90, il y a 25 ans, mais il a jamais eu le temps et le bon moment pour collaborer, il était toujours sur un autre projet avec son ami Scorsese, avec Cameron, etc. Et enfin, en 2025, nous allons enfin pouvoir voir ce qui semble être un travail qu'il attendait depuis très très longtemps, une collaboration assez importante.
qui en fait semblait déjà être un classique, ce film, dès lors que les premières critiques américaines étaient tombées, qui qualifiaient déjà le film de chef-d'œuvre et même de meilleur film de l'année. Alors, on connaît bien les critiques américaines, hein, qui font l'éloge d'un film avant sa sortie pour gratter un peu de buzz. Oui, là, faut que tu comprennes que... Ta mère et moi, on a foutu un sacré merdier dans le temps. Ils ont eu ta mère, et maintenant ils s'en prennent à nous. Je suis désolé. J'en ai marre. La vie m'a vraiment distribué des dés pourris. Des cartes pourries. On dit distribuer des cartes pourries. Mais là, disons qu'en fait, c'est quand même assez différent des critiques qu'on peut avoir sur ce genre de blockbuster. Premièrement parce que les films que j'ai cités sont des super productions américaines qui font plus de 200-300 millions de budget, alors que Une bataille après l'autre, qui a d'ailleurs changé de nom au fil de la création, au fil de l'écriture, parce que le projet s'appelait The Battle of Bactan Cross, je vous avoue que ce film était déjà parti pour être une œuvre assez fascinante et intéressante, hein. Parce que c'était une proposition originale, même si c'est adapté d'un livre, etc. Mais vu que Pythia est à l'œuvre, autant dans le scénario que dans la réalisation, il a jamais fait de mauvais film. Bon, je vous avoue que voilà, Inherent Vice, j'ai eu beaucoup de mal, mais c'est pas non plus un mauvais film, c'est juste que c'est un film que j'arrive pas à blairer. Donc oui, on est sur quelque chose, on est sur une dimension haute que des suites, des reboots, etc. On est sur une vraie proposition artistique par un véritable auteur, avec un casting super. Enfin voilà, c'était un film déjà qui sentait très très bon. Pour avoir livré à la justice les miliciens qui se désignaient comme les French 75, nous décernons à Stephen Lockjaw la médaille d'honneur. Alors est-ce que ce One Battle After Another est bien le petit bijou tant convoité? Est-ce que c'est le grand retour à la fois de DiCaprio et de Paul Thomas Anderson? Est-ce que c'est ce film-là qui sera un coup de fraîcheur qui était déjà attendu au sein d'une industrie hollywoodienne complètement à la ramasse? Et est-ce que c'est un pamphlet politique assumé et puissant qui va un peu foutre le bordel au sein d'une industrie assez lisse et assez polissée? Tu n'es vraiment pas l'homme qu'il faut à ma fille. Elle descend d'une longue lignée de révolutionnaires. Et tu as l'air complètement perdu. Que vas-tu faire de ce bébé? Tu sais ce qu'est la liberté? C'est quoi? L'absence de peur. Bien oui et non. Bon, on va développer un peu tout ça parce que je vais faire un rapide avis sur le film. Parce que c'est encore à chaud, hein, quand on voit un film de Paul Thomas Anderson. Faut toujours en fait un minimum de temps pour pouvoir un peu repenser au film, car c'est souvent des très gros morceaux de cinéma, c'est pas facile d'accès comme je l'ai déjà dit, et donc il faut au moins une bonne journée pour revoir un peu certains événements, pour un peu analyser ce qu'a voulu aussi décrire Anderson à travers ce film. Donc voilà, il y a un peu de... faut un peu mijoter, voilà, de quelques heures, peut-être de quelques jours. Bon, je fais quand même un avis à chaud, hein, mais ça reste quand même intéressant de peut-être soit le revoir, soit tout simplement y réfléchir quelques jours. Bon, je le fais à chaud, peut-être que mon avis changera au fur et à mesure, on verra. Mais je dirais que ça reste quand même une très très bonne réussite. Mais il faut un peu se calmer quand certaines critiques qui crient au chef-d'œuvre ou à la pépite de cette année, bon, vous les connaissez mieux que moi, comme j'en ai déjà parlé sur ces critiques, j'en ai un peu marre de ces critiques élitistes de journaleux. Alors, dans un certain sens, je peux comprendre qu'on puisse dire que c'est un des meilleurs films de l'année parce que, vu le peu de films intéressants qui sont sortis cette année, c'est sûr que voir une proposition originale comme ça, fait par un réalisateur talentueux comme Anderson, fait beaucoup de bien à l'industrie et je le reconnais tout à fait. C'est un des meilleurs films de l'année. Voilà, je le dis direct. C'est pas non plus un chef-d'œuvre ou un film qui va révolutionner l'industrie, non. Mais c'est vrai que quand on voit qu'il y a eu de très peu de propositions intéressantes, voir un film comme ça fait du bien. Il y a un tunnel ici. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? C'est une vraie arme qu'il me faut, mec. T'as des douze à coup de mes deux. Où je peux trouver un flingue? Donc en général le film est vraiment très bon, hein, vraiment c'est un super film, mais c'est pas non plus stratosphérique. En fait c'est un peu à l'image de Paul Thomas Anderson. J'avais dit que j'aimais beaucoup ce mec, mais je suis pas fan de tout ce qu'il fait, et je pense pas non plus que c'est un réalisateur que je porte dans mon cœur. Je trouve pas qu'il ait fait des films qui dépassent on va dire la stratosphère du cinéma. Même s'il y a des films comme Magnolia, même s'il y a There Will Be Blood,
Ce sont des très bons films, mais je ne pourrais jamais les considérer comme des chefs-d'œuvre. Et je comprends aussi qu'on le nomme un des meilleurs films de l'année, parce que je vous l'aurais dit, mais un film avec une proposition aussi forte, avec une histoire très intéressante qui se compte sur plusieurs années, qui parle de génération, qui va aussi avoir énormément de pamphlets politiques, de thèmes très, très en vogue et d'actualité. Il y a aussi un talent de réalisation inné et une pléiade de super comédiens, tout ça, je vais en reparler après. Bah oui, ça reste quand même une très belle réussite et je vais développer pour chaque point. D'ailleurs, c'est un film qui tombe quand même assez à pic parce qu'il fait carrément écho à l'Amérique d'aujourd'hui, l'Amérique post-Trump. Vous savez, ce climat un peu tendu où on a l'impression que tout le monde ne se comprend plus et que le pays se déchire de plus en plus. Et ce qui est intéressant en fait, c'est qu'Anderson lui ne tombe pas dans la facilité. En fait, il est pas là pour faire un pamphlet anti-républicain un peu bébête du genre les Trumpistes c'est les méchants, etc. Non, il va pas aller dans ce point-là. D'ailleurs, on parle pas de Trump, parce qu'on ne se contextualise jamais sur une période donnée, ce qui est assez subtil de la part d'Anderson. Il y a un laps de temps de 16 ans, mais on ne sait pas où, on ne sait pas quand. On sait que les 16 ans se passent dans notre époque, parce qu'on parle de téléphone, parce qu'il y a le concept du YEL, vous savez, du il-elle, etc. Donc voilà, on est globalement sur une période donnée très moderne, et on se dit que oui, potentiellement, ça a pu être début des années 2000 que DiCaprio, avec sa copine, avec tout ce groupe, ont foutu le bordel et ont fait la révolution. Ça pouvait être début des années 2000, voire un peu plus, 2002, 2003, etc. Et en fait, dans ce film, Paul Thomas Anderson, il veut plutôt nous montrer comment on pourrait peut-être changer les choses, mais il nous met aussi face aux contradictions de ses personnages, parce qu'on prend l'exemple de Bob Ferguson, qui est joué par DiCaprio. C'est un ancien révolutionnaire complètement désabusé et limite parano, qui est complètement défoncé aussi. Le mec, depuis 16 ans, il vit avec sa fille, et à chaque fois, il est un espèce de trafic GPS. À chaque fois que sa fille sort, parce qu'il est complètement allumé, il apporte de tout et n'importe quoi. Et en fait, pendant les années, il a cherché à fuir ce monde qu'il ne supportait plus, parce que ça reste quand même un suiveur. On le comprend très vite, dès les 2-3 premières minutes, on comprend que DiCaprio est un suiveur, et qu'il a suivi parce que il se faisait soit chier, ou parce que il savait pas quoi faire de sa vie, et il s'est dit, tiens, j'ai envie de bousculer le monde, de faire changer le monde. Bon, avec ses petites mains, parce qu'on voit bien que ça a pas fait grand chose. Mais et on voyait bien que le rôle de leader, c'était pas du tout lui, c'était sa femme, qu'on va justement développer après. C'est le coup d'envoi de la révolution. Et notre message est clair. On se retrouvera, c'est sûr. Et je te manquerai pas ce coup-là. Et puis il y a un truc qui change tout en fait, dans le personnage de DiCaprio, c'est la naissance de sa fille Willa, qui est jouée par Chase Infinity, et qui l'a forcé à complètement partir de cette espèce de monde, j'allais dire monde criminel, pas tant que ça, mais d'activiste en fait, d'anarchiste, qui l'a forcé à évoluer et se sortir de sa zone au détriment de sa femme. Sauf que, en fait, en parallèle, justement, on parlait de sa partenaire, qui s'appelle Perfidia Beverly Hills, qui, elle, en fait, a continué le combat parce que c'est dans sa nature de leader, sa lutte de combat, c'est vraiment ça. Ça reste une battante et elle n'a rien lâché. Mais ce choix, en fait, l'a amené tout droit vers un échec total. Et c'est typique de ce que le film raconte, parce que le film parle des combats, un combat permanent, génération après génération. Et d'ailleurs, c'est là où le titre du film, en fait, dit tout sur l'histoire. C'est une bataille après l'autre. Une bataille après l'autre, de génération en génération. Alors oui, le film peut sembler un peu naïf par moment, et c'est assumé parce qu'en fait, ce que cherche Anderson, c'est à glisser en fait un petit espoir dans une histoire qui est pourtant hyper sombre. Il y a énormément d'humour dans le film, c'est pas totalement un film où tu te tires une balle, mais en fait, il y a une noirceur et les thèmes sont quand même assez sombres et très politiques, et ça, il le fait pendant peut-être 2h40, donc c'est long, on parlera après du rythme après, mais en fait, on ne s'ennuie pas véritablement parce que c'est toujours très bien rythmé, il y a énormément d'action. Il y a des dialogues très punchy aussi, c'est-à-dire qu'on ne s'ennuie jamais, il y a énormément de dialogues, c'est du Paul Thomas Anderson, il adore jouer sur les dialogues, et c'est de la dualité entre ses personnages, mais on ne s'ennuie jamais, ça c'est assez intéressant, surtout pour 2h40, peut-être qu'à la fin, il y a des choses qui traînent un peu, il y a peut-être des scènes peut-être trop longues, pas forcément des scènes de dialogue, mais juste des scènes trop longues, où on se dit, peut-être, écourte un peu tes scènes, pour mettre un peu plus de tension, c'est plus intéressant. Alors là, je vais rentrer dans une partie un peu spoiler. Alors je vais rien divulgacher, je vais rien divulguer de l'intrigue, mais si vous voulez vraiment connaître le moins possible d'éléments du film, je vous conseille quand même de passer un peu avec le timecode que je vais mettre, au moins vous êtes prévenus. Je vous avoue que je voulais parler du fait que
Même si vous voulez le voir, je vous préviens, le film va diviser, c'est-à-dire que je comprends totalement qu'on soit complètement hermétique au film, je vous l'ai souvent dit, c'est Paul Thomas Anderson. Pour autant, je pense que là où le film va vraiment diviser, c'est en fait lié au fait qu'il y a eu beaucoup de critiques ultra positives, et évidemment l'attente fait qu'on est au maximum, et quand on voit le film on peut être déçu, et je pense que beaucoup seront déçus, ou alors trouveront que le film est bon, mais sans plus. Moi, je vous le dis, j'ai trouvé vraiment le film très bon, très surprenant, mais c'est pas non plus un chef-d'œuvre. Je sais pas si on peut vraiment considérer le film comme un des meilleurs films de l'année. Ton global du film va être peut-être un des points qui va fâcher beaucoup de monde, parce qu'en fait, il a un ton très absurde. C'est-à-dire qu'il est très humoristique, très absurde, je vous le disais, mais il garde quand même une partie extrêmement sombre. C'est ça qui est assez intéressant dans le film, c'est que il joue sur plusieurs thèmes et sur plusieurs tons, et il le fait vraiment très très bien. Et en effet, les bandes annonces laissaient quand même percevoir un film d'action ultra rythmé. C'est le cas, c'est-à-dire que le film est quand même ultra rythmé, il y a de l'action, mais le film possède quand même une narration qui est basée beaucoup sur l'amusement et sur l'absurde. C'est-à-dire que, pour moi, le film arrive à jouer assez subtilement, ce qui va rébuter certains, c'est la confiance qu'a en fait Paul Thomas Anderson en la possibilité de créer un film jouant tout le temps sur les notes de comique par des nombreux facteurs. Principalement par le fait que tous les personnages masculins, et ça c'est assez intéressant, tous les personnages masculins sont complètement tournés en dérision, que ce soit DiCaprio, qui est déjà par sa dégaine fait rire, mais aussi parce que le nombre de fois où en fait il est complètement tourné au ridicule. Bon, comme je vous ai dit, je suis en partie spoiler, mais en gros il y a des moments où il y en a un où il tombe sur le toit, il se casse la gueule comme pas possible, parce qu'il est sur un toit où il doit fuir comme d'habitude. Il y a un autre moment où il se fait taser parce que les flics le recherchent, il se fait taser d'une manière ultra brutale et il tombe comme une merde, c'est assez drôle de voir ça. Et aussi que en fait dans un certain sens le personnage ne sert pas autant que ça à l'intrigue, c'est-à-dire que oui on a fait tout le marketing sur DiCaprio parce que voilà c'est le grand retour, etc. Mais il faut savoir que ce qui est très intéressant, c'est que le film a plusieurs personnages principaux. Il y en a pas un qui vole plus la vedette, si bien évidemment il y a un acting. Il y a quand même 2 acteurs qui veulent plus la vedette, mais en fait, chaque personnage a son propre développement, et ça veut dire qu'ils sont tous intéressants, les uns autant les uns que les autres. Mais la subtilité, c'est que on rit, enfin en tout cas pour moi, j'ai pas ri énormément, pourtant il y a énormément d'absurde, car en fait, on rit plus de l'absurdité de la situation, et le film va dénoncer surtout en fait le monde absurde dans lequel on vit. Et en fait, je dirais pareil pour le personnage de Sean Penn, qui est en fait à la limite de la caricature, comme je l'ai dit. Et de ce fait, on comprend que le film veut tirer en fait à boulet rouge sur tout le monde, que ce soit d'un extrême à l'autre, parce que oui, le film pourrait être, dans un certain sens, on va dire, interprété comme l'extrême gauche et l'extrême droite. C'est un peu naïf et un peu facile de simplement interpréter le film que de cette manière un peu binaire. Mais non, en fait, le film va quand même remettre en question chaque partie, et en fait, cette espèce de mise en perspective des deux thèmes, en fait, on va les voir, des deux partis politiques, en fait, on va les voir à travers 2 mises en scène drastiquement différentes, entre une partie, on va dire, de la partie plus gauchiste, on va dire ça comme ça, toujours sur les nerfs, toujours à vive dynamique, c'est bordélique, il y a énormément de dialogue, c'est très punchy, beaucoup de galères. C'est vraiment une mise en scène qui n'arrête pas d'être extrêmement stimulante. Et d'un autre côté, on va être sur cette partie plus droitard, plus républicain, où tout va être assez sobre, la mise en scène va être beaucoup plus structurée. En fait, la mise en scène rappelle beaucoup ce qu'a pu faire Paul Thomas Anderson ces dernières années avec Phantom Thread, avec Verve Bay Blood. On est sur quelque chose de plus centré, de plus formaté, de plus calme, à travers des personnages, à travers le principe de la secte, etc. Même pour le personnage de Sean Penn. Et en fait, c'est assez intéressant de voir cette espèce de dichotomie qui est assez bien retranscrite, et que j'ai pu voir, en fait, en repensant au film, c'est pas venu d'un coup comme ça, mais c'est vrai que c'est assez intéressant de voir ce procédé de réalisation qui est assez intéressante. Et en fait, ce qui est étonnant, c'est cette absurdité que veut dénoncer le film. On l'a beaucoup approché au film qui est sorti récemment, qui est Eddington de Ari Aster. Parce que en fait Ari Aster avait une dénonciation de l'Amérique du Covid. Bon, je sais pas si vous avez pu voir le film. Un film que je n'ai pas du tout aimé. Voilà, je crois que j'ai pas réussi à tenir. Il m'a fallu 2-3 fois pour voir le film en intégralité, tellement je trouvais le film imbouffable, c'était insupportable. Pourquoi je l'ai pas aimé? Parce qu'en fait c'est juste le point de vue qu'apporte Ari Aster que je trouve complètement confus, complètement flou. Alors peut-être que c'est un film qui laisse beaucoup à l'interprétation, mais malheureusement
peut-être que il laisse trop à l'interprétation, ce qui fait qu'en fait il part dans toutes les directions possibles et inimaginables pour en fait poser 40 000 questions mais en répondre à aucune. C'est vraiment terrible de voir autant de personnages aussi détestables dans ce film. Je pense qu'en toute honnêteté, le personnage principal dans Eddington, je crois qu'il était fait pour être détesté parce que je sais même pas s'il a véritablement un point de vue à Ariaster, parce que je trouve tous ces personnages absolument mais dégueulasses, tous aussi nuls et détestables les uns que les autres. Tu te dis que tout ce qui se passe dans ce film, bah, c'est bien fait pour leur gueule. Vraiment, à quel point ce film, en fait, je crois que le film est fait pour ne pas être aimé, et je crois que c'est là où Ariaster a réussi quelque chose. Parce qu'en fait le film se perd dans plein de thèmes qu'il aborde que très mal et très rarement, et en fait ça fait un film extrêmement confus, long, un peu pompeux, un peu provocateur pour rien, qui fait que bah on s'emmerde, en plus on s'emmerde très, très rapidement, et le film est pas si intéressant que ça alors qu'il avait de l'or dans les mains. Il pouvait faire un super film satirique et provocateur, mais il fait un film extrêmement égocentrique, un film de petit malin mais qui parle pas, qui passe à côté de son sujet. Et je pense être un des seuls qui n'a pas trop aimé le film, parce que le film a été assez bien acclamé. Bon, il y a eu beaucoup de divisions au sein de Cannes, mais beaucoup de personnes avaient beaucoup aimé, trouvent même que c'est un des meilleurs films de l'année. Je trouve que c'est un des pires films de l'année, malheureusement. Ça m'énerve parce que j'attendais vraiment le film, et quand je vois le résultat final, je trouve que c'est un film détestable. C'est un film détestable, je trouve la vision d'Ari Aster détestable, je trouve le point de vue vide, complètement vide, et je suis vraiment très très déçu. Bref, en fait tout ça pour dire que cette année on a eu quand même 2 films qui tirent à balles réelles sur l'Amérique moderne, sauf qu'il y en a un qui le fait assez intelligemment et subtilement à travers l'expérience qu'a pu avoir Paul Thomas Anderson, parce qu'il a quand même fait beaucoup de films qui parlaient de l'Amérique moderne, pas que moderne mais toute l'histoire de l'Amérique. C'est là où on peut se rapprocher des thématiques qui sont assez similaires dans sa filmographie. Et d'un autre, on a Ari Aster qui depuis 2 films ne fait tout et n'importe quoi, ne fait que des conneries, ne fait que des films extrêmement égocentriques depuis Beau is Afraid, qui était déjà un film que j'arrivais pas à supporter. Oui, voilà, il tombe dans l'égocentrisme, dans l'espèce de film un peu pompeux, ultra matu vu. Et donc, c'est 2 visions très différentes, et je préfère de loin la vision qu'a pu avoir Paul Thomas Anderson. Can we just talk? Can we just the two of us? We are. Okay. So maybe I just talk to your video. Ask where all your deputies went. Okay, well, why not just ask your governor about her little catch and release policy, okay? Because if it wasn't for that, maybe I could hold on to my deputies and the people we arrest. I know one of them was fired for excessive force and another one was forced to quit by a YouTube First Amendment auditor. Okay, yes, that is the same auditor that drove away your work. Your undersheriff died of a fentanyl overdose. From handling fentanyl. And your captain and your chief deputy took jobs in Rio Rancho. That was devastating. D'ailleurs, je voulais aussi parler d'un autre truc qui m'avait assez étonné, et ça c'est en repensant au film. Le film est extrêmement féministe, enfin, si on peut parler de féminisme, parce que bon, c'est pas non plus un film pour la lutte des classes, etc., la lutte des droits des femmes, mais je reconnais que les personnages les plus forts du film sont principalement que portés par des femmes. Car on comprend assez rapidement que dans ce film, ce sont les femmes qui poussent les hommes à se réveiller, c'est-à-dire que ce soit le personnage de Perfida Beverly Hills, j'en ai déjà parlé, mais qui a continué à pousser ses activités en fait illégales. On le voit aussi dans une scène de braquage où la caméra est extrêmement portée sur une femme qui est en ascendance, je sais même pas si c'était pour faire un braquage, mais on sent une volonté d'iconiser le côté féminin et le côté brutal. Et c'est assez étonnant de voir ça. Et le fait aussi que l'enlèvement de Willa en fait provoque le déclenchement chez Bob de se remettre à ce qu'il a fait il y a 15 ans, de confronter son passé. Et c'est pareil pour le personnage de Sean Penn qui doit vaincre aussi son passé à travers la relation qu'il a pu avoir avec la compagne de DiCaprio. Et donc en fait c'est un film qui est très féministe, à l'image aussi des sœurs nonnes. Alors ça aussi c'est très drôle, j'en ai pas parlé, parce qu'en fait il y a des sœurs nonnes qui sont là pour protéger la fille de DiCaprio, Willa, dans un espèce de couvent où en fait t'as des stands de tir. Alors ça j'ai pas très bien compris, je savais pas quelle était l'interprétation que faisait Paul Thomas Anderson. Je pense que c'était plus une volonté de dire le monde est tellement absurde que oui, c'est pas étonnant de retrouver des femmes qui sont en nonnes dans un couvent, et en fait t'as le droit de tirer à l'arme à feu, t'as des stands de tir, t'as des armes. Ça me paraît pas complètement lunaire quand tu vois que c'est montrer que le monde ne tourne pas rond. C'est la loi des séries.
Tu trouves pas? Et évidemment, impossible de ne pas parler du casting parce que, en fait, Paul Thomas Anderson a toujours dirigé ce secteur avec brio. Et en fait, ce qui est assez fort avec Anderson, c'est qu'il permet toujours de transcender un peu ses comédiens dans leur rôle. On pense à Joaquin Phoenix dans The Master qui était exceptionnel, Philip Seymour Hoffman qu'il a dû diriger 3-4 fois dans Magnolia, The Master, comment c'était, Boogie Nights, j'ai pas vu Boogie Nights mais je sais qu'il jouait dedans. Il a eu ses plus beaux rôles chez Paul Thomas Anderson, sans oublier Daniel Day-Lewis, bien évidemment dans Phantom Thread ou dans There Will Be Blood. Donc oui, c'est un brillant directeur de comédien, parce que même si on n'aime pas son cinéma, ce que je peux totalement comprendre, je peux être hermétique aussi, c'est un des réalisateurs qui dirigent le mieux ses comédiens parce qu'il leur permet toujours de transcender leur rôle et de leur faire jouer les rôles les plus forts de leur carrière. Et là, encore une fois, c'est un équilibre parfait parce que je prends l'exemple de DiCaprio qui est toujours aussi impressionnant. En fait, il joue cette espèce de quinquagénaire vieux révolutionnaire complètement paumé mais avec une énergie qui quand même reste assez folle. Et en fait, il faut avouer que ce n'est pas étonnant de retrouver DiCaprio dans un film aussi politique, parce que si on aime autant le professionnalisme qui fait de DiCaprio un acteur qui sort de l'ordinaire, c'est pas simplement en fait lié au choix de carrière extrêmement juste de ses films et aussi de ses rôles. C'est-à-dire qu'en fait, il apporte à chacun de ses rôles une résonance à l'histoire de l'Amérique. Tous ces rôles en fait sont politiques, ils l'ont toujours été, mais ils ont toujours aussi à but de questionner l'histoire de l'Amérique à travers des rôles inoubliables. C'est-à-dire que quand DiCaprio prend le rôle de Jordan Belfort, il raconte les années d'une Amérique qui coule dans la démesure et la perfidie à travers le loup de Wall Street. Quand il fait The Revenant, en fait il questionne surtout la place du rôle des Américains sur le massacre amérindien ou le génocide amérindien, qui fera aussi dans un certain sens dans Killers of the Flower Moon. Quand il fait Once Upon a Time in Hollywood, là aussi, il parle de cette Amérique et plus principalement de cet Hollywood qui rêve qui fut un rêve éveillé en fait, pendant quelques années, qu'on pourrait justement considérer comme un conte de fées. C'est pour ça que le film de Tarantino s'appelle Once Upon a Time, mais qui tente le plus possible de ne pas s'attacher à une réalité qui est beaucoup plus sombre et morose, à l'image de ce qui a pu se passer dans les années 60. C'est pareil, par exemple, pour un des derniers films qu'il a fait, Don't Look Up, parce qu'ici, dans Don't Look Up, en fait, il joue le rôle de ces personnes qu'on n'écoute pas, qu'on méprise. En fait, on pourrait les considérer comme les héros modernes, les lanceurs d'alerte, qui sont les héros de l'ombre, à travers les catastrophes écologiques. Pareil pour Gangs of New York, où en fait là il prend la place de l'immigration. Scorsese et DiCaprio interrogent la place de l'immigration au sein d'une Amérique qui a toujours été assez raciste, et ces guerres d'ethnie ont toujours été liées à des guerres ou à des conflits, à l'image des gangs dans Gangs of New York. Django, c'est pareil, le rôle qu'il tient en Django, on peut pas faire plus politique que ça, parce qu'il rappelle encore une fois les heures les plus sombres de l'histoire de l'Amérique à travers son passé esclavagiste, à travers le rôle de Calvin Candy. Et pareil pour Gatsby le Magnifique, qui va parler des années folles d'une Amérique pré-Seconde Guerre mondiale, qui cache en fait un passé plus sombre que Tony Truant, comme on peut voir dans le film de Baz Luhrmann. Bref, en fait, je peux continuer encore, mais vous voyez bien que chaque rôle de DiCaprio apporte une consonance avec une histoire, une partie de l'Amérique. Souvent des rôles complexes et souvent aussi des rôles très sombres. Ce sont souvent des rôles qui ne sont pas au goût de tous les acteurs. Tous les acteurs ne pourraient pas jouer des rôles pareils. Pareil pour Aviator, pour Les Infiltrés, pour Shutter Island, voilà. Et encore une fois, dans ce One Battle After Another, DiCaprio ne déroge pas à la règle, parce qu'ici, il va dépeindre ces espèces de héros révolutionnaires, ces personnes qui se prétendaient héros révolutionnaires, mais qui n'étaient juste que des suiveurs, qui se voulaient révolutionnaires, mais qui sont plus que l'ombre d'eux-mêmes, parce qu'ils sont jamais allés plus loin, parce qu'ils n'étaient pas véritablement si révolutionnaires et anarchistes que ça, jusqu'à se conformer dans le système, comme on le voit dans le film de Paul Thomas Anderson. Mais honnêtement, c'est pas la vraie révélation du film. Il y a deux grandes révélations qui sont Teyana Taylor et Sean Penn. Premièrement, Teyana Taylor parce que elle joue le rôle de la femme de DiCaprio et surtout la grande leader de ce groupe de révolutionnaires. C'est elle qui les a toujours poussés à aller plus loin, et même s'ils voulaient en tout cas pas tous, mais une bonne partie voulaient arrêter par peur de se faire choper. Elle a continué même quand elle était enceinte, etc. On le voit dans la bande-annonce. Mais ce qui est fou, c'est qu'en fait, cette actrice, elle expose littéralement à l'écran. C'est-à-dire que vraiment, elle crève l'écran pendant 20-25 minutes parce qu'elle n'est pas
elle est pas énormément présente, elle est là, ouais, au début du film. Il y a aussi des petits moments de flashback, etc. Mais elle vraiment, elle veut la vedette à DiCaprio. Tu sens que on comprend très bien ce qu'a voulu en fait exposer Anderson à travers ce personnage et à travers la dualité qu'elle a avec DiCaprio. Et même si elle est à 20-25 minutes, elle a une présence assez folle. Elle bouffe l'écran, en fait, elle a un charisme de dingue et c'est vraiment elle la leader du mouvement révolutionnaire. Et puis il y a l'autre star, et lui c'est vraiment la grande... C'est même pas une révélation, c'est juste un immense retour, c'est Sean Penn. Alors lui il est incroyable dans le film, on l'avait entendu comme quoi c'était un rôle qui pourrait lui donner meilleur acteur comme second rôle aux Oscars. Bon ça laisse à décider, attendons, c'est encore assez tôt pour décider s'il peut l'avoir. Mais en effet il est excellent parce qu'en fait il joue le rôle de cette espèce de colonel, le colonel Lockjaw, complètement barré. C'est un grand méchant, en toute honnêteté, c'est vraiment un méchant qui marque, mais c'est pas non plus caricatural. Il est vicieux, il est terrifiant, il a aussi des tics et des gestuels qui sont assez inoubliables, c'est assez intéressant de jouer sur le regard qu'il peut avoir, sur les mimiques, c'est assez intéressant, il a vraiment très très bien joué, Sean Penn. Et il fait vraiment très très peur dans le film quand même à certains moments, mais il oublie pas de le développer et d'avoir cette espèce de... Il va y avoir un trio amoureux avec Sean Penn, Teyana Taylor et DiCaprio, ce qui est assez intéressant, et en fait non, le personnage n'est pas du tout cru, je me demande si c'est pas un des personnages les plus intéressants du film, avec celui de DiCaprio et Teyana Taylor. En fait ça forme un trio qui est vraiment très très bon, et de toute façon tous les acteurs du film sont géniaux, mais surtout ces trois-là. Et d'ailleurs je voulais juste parler d'un truc, parce que... Comme je vous ai dit, Sean Penn, ça fait très longtemps qu'on l'avait pas vu dans un rôle très intéressant parce il s'est beaucoup tourné vers des films qu'il a réalisés assez médiocres et les rôles n'étaient pas très intéressants. Là, j'avoue qu'il lui rebooste sa carrière à Anderson en faisant ça. Et c'est vrai que ça rappelle les plus beaux rôles qu'il a pu avoir, comme dans Mystic River, par exemple. Et justement, je me dois d'en parler parce que ce podcast sera quand même un hommage rendu à la version française de Sean Penn, Emmanuel Carsen, parce qu'il nous a quittés récemment. Je crois c'était mi-août, je crois que j'ai appris ça. Peut-être que ça vous dit pas grand-chose, ce mec, mais vous devez sûrement connaître sa voix, parce que si vous connaissez The Walking Dead ou si vous avez joué à Death Stranding, vous savez que c'est la voix officielle française de Norman Reedus. Je vous mets un petit extrait. Et tout ce que tu trouves à faire, c'est picoler comme une étudiante débile. Va te faire foutre, tu comprends rien. Non, c'est toi qui comprends rien. Tous les gens qu'on connaît sont morts. Non, ça t'en sait rien. Peu importe, puisqu'on les reverra jamais de toute manière. On n'a pas besoin d'un pays. C'est plus la peine. Bien sûr que si. Tout seul, nous n'avons aucun avenir. Moi, je crois que l'Amérique est foutue. Ouvre un peu les yeux. T'es la présidente d'un souvenir. Je t'en prie, Sam, écoute. Donc il a énormément prêté sa voix à Norman Reedus, donc depuis The Walking Dead, il a fait Death Stranding, etc. Donc c'est une voix qui est assez reconnaissable. Et il a été la voix attitrée de Sean Penn depuis Mystic River, mais je crois que ça fait depuis les années 90, donc le mec il a vraiment suivi toute sa carrière, c'est impressionnant. Et cette voix lui collait parfaitement à la peau. Moi je m'en souviens de la voix dans Mystic River. Et en fait ce timbre de voix rock avec un léger zozotement, en fait ça collait parfaitement au jeu et au regard de Sean Penn. Je trouvais que ce comédien c'était vraiment très impressionnant de le voir dans ce rôle. Et en fait il collait tellement à la perfection que je vois pas d'autres comédiens reprendre la voix de Sean Penn. Ça va être très très compliqué. C'est ma fille qui est là. Regarde-moi dans les yeux. Est-ce que c'est elle qui est là? Lâchez-moi! Lâchez-moi! Est-ce que c'est ma fille qui est là? C'est toujours terrible de voir un comédien qu'on connaissait assez bien, on connaissait très très bien la voix partir. Ça va être très très dur aussi de le remplacer. On a perdu énormément de talentueux comédiens de doublage cette année, c'est un truc de fou. Ouais, parce que nous ici on défend la VF, on emmerde les nazis de la VO. Non mais je plaisante, mais moi aussi je regarde mes films en VO, mais je défends bien évidemment la version française. Y a pas de mal. De toute façon, il n'y a pas de guerre, tout le monde regarde de la manière qu'il veut, dans la version qu'il veut, il n'y a aucun problème. Du moment qu'un camp fait pas chier l'autre, il n'y a aucun problème. Elle avait 19 ans. Je n'ai pas tué Katie. Elle avait 19 ans. Regarde-moi, Jimmy. Oh, mais je te regarde dans les yeux. Pourquoi t'as fait ça? Moi et mon fils, moi et Céleste. Il y a tellement à faire pour recoller les morceaux. Tu peux le faire dès maintenant, commence par avouer ce que t'as fait. Plus de mensonges, plus de secrets. Je veux retrouver Céleste. Je veux la serrer contre moi. Tu avoues ce que tu as fait d'elle, et moi je te laisse vivre. Tu le dis tout haut, et je te laisse respirer.
Avoue ce que tu as fait. Et je te jure que je te laisse en vie. Avoue ce que tu as fait, Dave. Avoue ce que tu as fait, Dave. Voilà, donc pour revenir à Sean Penn, c'est pas non plus un méchant caricatural parce qu'il y a énormément de nuances. Et en fait, Anderson, comme je vous dis, il arrive à créer cette espèce un drôle quand même, triangle amoureux entre voilà, DiCaprio, Penn et Tyler, et qui en fait amène vers un twist que j'attendais pas venir d'ailleurs, mais qui est assez bien trouvé. Donc oui, au détriment de son action, on peut vraiment se dire que ouais, il a, comme d'habitude, hein, il a extrêmement bien travaillé ses personnages, tout autant que ses comédiens. Et bah en fait, côté mise en scène, Anderson se fait extrêmement plaisir, c'est vraiment très très bon parce que il joue beaucoup sur les cadrages, sur les plongées très proches des visages, et bien évidemment il utilise la VistaVision, donc le format grand large comme je vous parlais, qui en fait honnêtement est vraiment impressionnant, mais que sur la dernière partie du film. Parce que les 15 dernières minutes, on est dans le désert, et en fait ça te permet d'avoir des plans mais magnifiques, impressionnants. C'est assez fou, il l'a très bien utilisé, mais en fait ça sert juste pour les 15 dernières minutes, pour le climax. Et t'as vraiment des plans de plongée de caméra qui fait très parc d'attraction. Bon, vous verrez quand vous voyez le film, peut-être que je l'explique très très mal, qui donne une tension et un angoisse, mais très bien trouvé. Et c'est aussi ça qui m'a marqué, c'est aussi son rythme, parce que le film dure quand même 2h40, voire même je crois il fait un peu plus de 2h40. C'est long, mais ça passe. C'est assez étonnant, parce que des fois les films d'Anderson durent très longtemps, mais faut savoir quand même se les bouffer, parce que c'est assez compliqué. Bah non, là ça passe un peu mieux. Bon, ça reste quand même long, hein, on va pas dire que le film passe à une vitesse, on n'est pas chez Scorsese, mais parce que y a beaucoup d'action dans le film, on s'ennuie jamais. Il y a des dialogues hyper punchy, comme je vous ai dit, mais aussi plein de scènes d'action, beaucoup de courses-poursuites, surtout à la fin. Et en fait, toutes ces scènes d'action, ce climax et ces plans, en fait, toute la réalisation de ce Battle After Hanover rappelle énormément le No Country for All Men des frères Coen, l'excellent film culte No Country for All Men, par ce côté très glacial, très tendu, très sec. Bon, je préfère de loin le film des frères Coen, mais c'est vrai qu'il y a ce petit rapprochement qu'on peut avoir. Là aussi, je pourrais dire par rapport à l'interprétation que fait Anderson de l'Amérique moderne, bon, on parle pas du même rapport et du même thème dans No Country for All Men, mais il y a énormément de plans et énormément d'éléments qui rapprochent ce film au film des frères Coen. Alors tout n'est pas parfait, bien évidemment, parce que je reconnais, je vous l'ai dit, même si le film est très très bon, il y a des limites quand même au film, il y a des petits défauts qui sont un peu décevants, et là aussi le film n'est pas fait pour tout le monde. Même si tout le monde le titre comme le meilleur film de l'année, je pense que beaucoup qui connaissent peut-être pas la carrière d'Anderson vont se dire oui, le film est bien, mais pas si fou que ça, et je reconnais moi-même que peut-être qu'on en fait trop, comme d'habitude. Il faut vraiment arrêter d'en faire trop sur les films, faire du teasing pour rien au monde. En fait, il faut que chacun fasse son propre avis et pas essayer d'écouter ce que en disent les critiques, malheureusement. Donc oui, le film pour moi se perd quand il veut aborder trop de sujets. Et c'est à la fois le bon côté et le mauvais côté, c'est que peut-être qu'il veut parler de trop de choses et il oublie malheureusement de parler de l'essentiel, parce que en fait il commence à parler de l'immigration, des immigrés à travers le personnage de Benicio del Toro, qui en fait il joue un espèce de... Bon, lui il est très très bon dans le rôle parce qu'il joue un espèce de prof de judo le jour et passeur de migrants la nuit, mais au final en fait ça reste en surface, parce qu'on n'arrête pas de se dire que oui, en fait ces anarchistes ils sont là pour libérer des camps de migrants, mais en fait on va pas plus loin de ça, on s'intéresse pas à ces gens. On n'en parle pas, on comprend pas très bien la politique mise en place, ça reste flou et c'est vraiment dommageable. Alors peut-être que Anderson s'est dit, on connaît quand même assez bien le contexte actuel aux États-Unis ou même dans d'autres pays. Peut-être, mais bon, pour moi ça reste beaucoup trop flou, il aurait peut-être dû aller plus en profondeur. Et je prends le même sujet sur les groupuscules d'extrême droite, parce que ça va parler de ça, de sectes. Bon, on va parler de sectes, même si bon, là aussi ça reste assez léger. C'est un thème qu'Anderson avait déjà tenté de mettre en place dans The Master, mais là encore je trouve qu'il n'est pas allé jusqu'au bout, parce qu'il y a tout le concept de la secte et de l'appartenance de Sean Penn qui a besoin de faire ses classes et de rentrer dans ce groupuscule, parce que oui, le film va quand même parler énormément de l'extrême droite. Donc au final, en fait, une bataille après l'autre, c'est pas le chef-d'œuvre absolu de Paul Thomas Anderson. Il y a des moments un peu ratés, il y a des thématiques qu'on aurait aimé voir plus creusées. Mais franchement, c'est un film qui embarque, qui te prend avec lui. Il te laisse pas de côté, même si oui, le film peut paraître long. Il y a des moments peut-être qui sont trop lents et on se dit ouais, passe
passe la seconde s'il te plaît, parce que vraiment là on perd du temps. Mais franchement ça reste quand même un film d'une grande intensité. C'est entre la réalisation, la tension, le casting de dingue et le côté politique assumé, ça fait quand même un des films les plus intéressants de cette année. Et c'est un très bon cru de cette fin d'année. Un des films les plus intéressants et marquants de 2025, clairement. Moi, mon frère Sensei, s'il te plaît. Courage, Bob. Courage. C'est tout. Courage. Ouais. Merci. Hey, merci, Sensei. Merci, Sensei, merci. Ouais, et putain, viva la révolution! Ce podcast est dorénavant terminé sur le film Une bataille après l'autre de Paul Thomas Anderson. Et vous, qu'avez-vous pensé du film? Est-ce que vous l'avez adoré? Est-ce que vous avez été déçu? N'hésitez pas à en discuter en commentaire sur YouTube. N'hésitez pas à dire si vous êtes fan aussi de la carrière de PTA. Ça peut toujours être intéressant. Il y en a beaucoup qui adorent son cinéma, hein, je sais, j'en connais beaucoup. Mais d'autres qui sont très réfractaires, je comprends totalement aussi. Et si vous voulez voir mon avis un peu plus complet, dans un point de vue plus analytique et rédigé, plus fluide aussi, parce que quand je fais un podcast, il y a beaucoup de choses que je dis et parfois qui peuvent pas être très cohérentes. Vous allez dans la description, je mettrai le lien pour Sens Critique. C'est là où je diffuse toutes mes critiques que j'écris. Comme d'hab, en fait. N'hésitez pas à vous abonner sur YouTube si vous trouvez que mon travail est intéressant et si vous voulez suivre plus de podcasts. Si vous voulez avoir plus de podcasts aussi, les différentes plateformes de streaming si vous voulez juste m'écouter, Spotify, Amazon Music, Deezer, Apple Podcast, tout le tintouin habituel. Hein. N'oubliez pas TikTok parce que je fais aussi des posts et avis sur les films d'actualité. J'en ai fait un pour celui-ci, pour une bataille après l'autre. Comme ça, vous avez une version rédigée et analytique pour ceux qui veulent plus quelque chose de rédigé, tout simplement. Une version en audio plus naturelle, avec ma voix en podcast, et une version très rapide et claire pour ceux qui veulent ni se faire chier à lire, ni pour écouter un mec qui parle pendant 30 minutes et qui des fois bégaye, ou qui oublie ses trucs, ou qui dit des choses qui sont parfois pas cohérentes, parce qu'il est dans le live et qu'il sait pas quoi dire. Voilà. Donc merci encore pour votre écoute, ça me fait toujours plaisir. Comme d'hab, les petits abonnements sur Insta, TikTok, si vous êtes intéressé par mon travail. J'avoue que sur Insta, je poste plus rien parce qu'en fait, ça me fait un peu chier comme réseau. Non, je reste plus sur TikTok. Un Sens Critique, ça sera que des... tout simplement que des critiques rédigées, hein, tout simplement. Donc non, en fait, c'est plus TikTok où je suis actif. c'est tout. Et donc moi, je vous dis à très bientôt sur le Ciné Icecast. Au revoir. Au cas où on se reverrait pas d'ici là, je vous souhaite une bonne soirée et une excellente nuit. Ouais. Viva la révolution!